Et salut à tous et à toutes et bienvenue pour cet épisode un peu spécial du Cutting Your Base, le 20e du nom. Cette semaine on va donc résumer l'actualité en audio, donc là c'est bien ma voix, vous m'entendez, c'est nickel. On va donc passer tout de suite par Raw, puis NXT, enfin on verra, on sait jamais. Superstar et enfin on terminera par SmackDown et mon bilan de la semaine. Et on se retrouve donc désormais pour WWE Raw du 15 août 2011. Et on commence par le nouveau champion de la WWE, Alberto Del Rio, qui vécut une soirée pour le moins étrange, on va dire. Il est passé un peu par tous les stades, en plusieurs étapes. Tout d'abord, il arrive avec le titre en effectuant une promo plutôt classique en disant je vais vous représenter le peuple. Et en faisant une petite cheap hit, ouais, un peu facile à mon goût, en s'attaquant à son ennemi préféré Rey Mysterio, qui vu qu'il est le régional de l'étape, et ben ça a mis en colère un peu le public, donc il le eut un peu plus facilement. Après, en deuxième, plus tard dans la soirée, on le vit arriver en fanfare avec une Ferrari, un Ricardo Rodriguez en pleine forme, qui allongea bien la note pour Alberto Del Rio. Ensuite, encore une fois, on augmente l'aspect dominant de Del Rio avec une victoire clean sur le régional de l'étape, ce qui est assez rare à la WWE. Généralement, le régional de l'étape gagne, mais bon là, on n'allait tout de même pas encore une fois changer de champion. Mais après, c'est reparti des crescendo avec une fuite devant John Cena et puis une décrédibilisation totale en disant que s'il avait le titre, c'était uniquement par la chance. Alors que justement, il venait de défendre son titre quoi, avec succès et clean. Faut que Cena soit un peu plus pertinent dans ses promos parce que là, sinon, ça va pas aller avec Del Rio. Donc, pour moi, je trouve ça dommage qu'il ait été autant décrédibilisé en quelques minutes, quoi. C'était vraiment naze. Voilà. On enchaîne donc avec une feud qui sera certainement historique. Ouais, on peut dire ça. C'est CM Punk contre qui? C'est ça en fait la plus grande question. Parce qu'encore une fois, on a vécu cette feud en plusieurs étapes, avec tout d'abord un Triple H qui s'excuse de son erreur d'avoir pas vu Sida mettre le pied sur la corde, mais qui ne s'en veut pas du tout, et qui ne sait pas pourquoi Nash après a attaqué. En gros, je suis CEO, je contrôle tout le monde, mais je sais rien de ce qui se passe. Wouhou! C'est vraiment bizarre de voir un Triple H aussi impuissant. Enfin bon. C'est peut-être justement pour le développement de la fête plus tard. Ensuite, on vit Nash qui infirma par l'inverse, c'est-à-dire que, en gros, c'était Triple H qui lui avait dit d'intervenir. Et là, Dieu apparut. Oh, alléluia. Pardon. Pardon, excusez-moi. Et donc, fit encore une fois des prouesses au micro, CM Punk qui, franchement, est sur un nuage en ce moment et qui survole un peu tout le monde. Il surpasse un Nash qui eut bien du mal à essayer de se mettre à la hauteur, même s'il eut quelques répliques assez bonnes envers CM Punk, qui quant à lui déroula, et puis à la fin Punk qui veut se battre mais qui est empêché par la sécurité. Donc encore une fois on voit que l'ordre vienne plus haut et c'est encore un petit développement pour la Fed. Et enfin, on eut plusieurs petits segments avec Triple H qui entre chez Cena, Laurinaitis qui complote avec Kevin Nash, et bien sûr Stephanie McMahon qui menace, enfin c'est l'impression que j'ai eue, qui menace indirectement Punk en disant que les gens obtiennent toujours ce qu'ils méritent. Donc, dans cette fête, on n'a pas avancé beaucoup. J'ai pas eu les explications que je voulais. C'est-à-dire on est toujours un peu dans le brouillard. On a plus de questions que de réponses. Donc
soit Triple H est impuissant, donc il contrôle pas ses employés. Attention, impuissant, je parle au niveau direction, hein. Là, les pervers, là, je vous entends déjà, là. Et ou bien sinon, est-ce que c'est Triple H qui complote tout ça et qui cache vraiment bien son jeu? Est-ce que c'est VKM qui veut se venger et qui emploie Laurinaitis et sa fille pour nuire à Punk et Triple H? Qu'est-ce qui se passe avec Cena? Est-ce qu'il va juste être écarté de la fête pour feuder avec Del Rio? Ou est-ce qu'on lui prépare quelque chose d'un peu plus gros avec Triple H qui est intervenu dans son vestiaire? En gros, ben, on n'est pas sorti de l'auberge et puis il faut encore attendre le prochain Raw. Maintenant, on va passer au titre US qui là commence à prendre quand même de l'ampleur cette storyline. Vicky qui continue d'avoir des tensions avec Dolph en disant qu'elle lui est indispensable. Dolph, bien sûr, pensant l'inverse. Elle a voulu prouver sa valeur un petit peu en intervenant dans le match entre Riley et Sawyer. Et en faisant gagner Sawyer, qui va proposer quelque chose de très intéressant que j'ai vraiment envie de voir par la suite, c'est-à-dire de voir Vicky manager de plusieurs catcheurs. Ce serait vraiment intéressant, ça, comme il a dit avec Bobby Heenan qu'il faisait avant avec la Heenan Family. Encore une fois, merci Seth pour les informations. Donc on risque de voir Vicky dans les prochaines semaines avoir plusieurs poulains. Et franchement, ce serait très intéressant à mon avis. Ça prend de l'épaisseur ce titre US en ce moment, un peu plus, avec une storyline un peu plus intéressante que celui de l'Intercontinental. Et ça fait vraiment plaisir. Et maintenant, on va terminer avec le segment inutile de la soirée. Kelly qui bat avec Yves Torres, sa besta. Les Bella Twins qui ensuite se font applaudir par les Sisters of Destruction. Bon, ça servait un peu à rien, ça fait pas trop avancer, mais bon, on a encore 5 semaines avant Night of Champions, donc on a le temps. Et ensuite, c'est un peu un segment, je fais la pub de mon nouveau sponsor par The Miz, qui fait la promo d'un sandwich de Subway. Ok, bon, on s'en branle quoi. Sérieusement quoi. Pendant 5 minutes, je me suis fait chier à écouter ces inepties quoi. Et surtout quand on fait le live, c'est le genre de choses qui peut te faire dormir facilement. On termine par un petit développement d'une feud de tag team, enfin en tout cas un match, entre Kingston et Bourne et les champions par équipe qui perdent à nouveau en weekly, mais qui sont toujours champions. C'est assez étonnant. En tout cas, la paire Kingston-Bourne pourrait être intéressant à suivre, et puis peut-être pour des champions par équipe un peu plus crédibles et un peu plus, on va dire, talentueux. En tout cas, c'est sûr que ce sera mieux que Otunga et McGilly. Donc, pour faire un bilan de ce Raw, c'était bon. Moins bon que les semaines précédentes, qui franchement étaient pris par FUD Cena Punk. Et là, on a le lancement de nouvelles FUD. Donc, du coup, on est un peu moins dedans. Et puis, personnellement, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer que les semaines précédentes. Mais ça va sûrement s'arranger dans les prochaines semaines. En tout cas, on garde toujours un bon rythme et c'est ça le plus important. Allez, on se retrouve pour la suite pour le suspense de l'émission. Analyse de NXT ou non. Suspense. On se retrouve donc pour le WWE Superstars du 18 août. À l'affiche donc Brodus Clay qui fait son retour depuis 2 semaines et qui commence une série de squash.
Bon, bah, c'est peut-être pas forcément le meilleur moyen de lui donner une impression de Monster Hill que de l'exposer à Superstar. Mais on peut se douter que vu qu'il fait partie du roster de SmackDown, la présence de Mark Henry en ce moment lui ferait un peu d'ombre et il pourrait pas bénéficier du push que je lui souhaite à l'avenir. On remarque aussi un public pas du tout chaud à part pour le main event, mais franchement très très mort. Au début j'ai cru que j'avais pas branché mon casque ou bien mon son, que j'avais oublié, que je l'avais mis sur mute. Mais vraiment mort, enfin bon, voilà. Et à part pour le Zack Ryder, Drew McIntyre qui termine encore une fois par la défaite de mon favori. J'en ai marre, je veux voir Drew, j'en ai marre. Oh là là, le pauvre quand même, en un an et demi, il est quand même descendu au plus bas. Enfin, on espère que ça va remonter pour lui. Enfin bref, c'était un Superstar plutôt sympa dans l'ensemble, même s'il y a eu encore une fois le rebound qui a mangé un tiers de l'épisode, mais ça on commence à avoir l'habitude avec NXT, avec Superstar et NXT. Bon, bah voilà, c'est tout pour Superstar, on va se retrouver tout de suite derrière pour le SmackDown et enfin le bilan. De retour donc pour ce WWE SmackDown et le bilan de la semaine. On va débuter avec Mark Henry. Qui d'entre vous, il y a 6 mois, pensait voir le World Strongest Man arriver à la place de First Contender au World Heavyweight Championship? En tout cas, pas moi, hein. Personnellement, je voir Arrow en mid-carder, ça me donnait pas tellement envie de le voir à SmackDown, en tout cas plus haut. Mais ce push de Monster Hill actuel l'a vraiment placé dans une bonne condition et lui colle vraiment très bien. Et même si bon, l'optique d'un match entre Randy Orton et Mark Henry ne me fait pas vraiment sauter de joie, il faut bien avouer que le développement du personnage de Mark Henry a été très bien fait à SmackDown et que maintenant, on va pas dire non plus qu'on a oublié sa période de mid-carder, mais en tout cas il fait un prétendant crédible au titre. Et franchement, c'était pas gagné. Par contre, quid de Christian? Il n'a pas de retitle match. Il n'était pas là vendredi parce qu'il vendait sûrement sa blessure kayfabe. Ça sent pas très bon pour le Canadien en tout cas. Ou peut-être un triple threat match à Night of Champions, même si ça m'étonnerait beaucoup quand même. Je pense que la feud entre Randy Orton et Christian est terminée et que maintenant il va falloir trouver un nouvel adversaire à Captain Charisma afin de quand même le laisser assez haut dans la carte pour pas totalement désavouer le choix de l'avoir mis en tant que champion. Bon, on passe maintenant à Alberto Del Rio qui était à SmackDown, qui faisait son grand retour à SmackDown. En tout cas, c'est ce qu'ils annonçaient alors qu'il était là la semaine précédente. Arriva et fit un peu le même début de promo que Raw en parlant de Rey Mysterio, en disant qu'il aimait bien le battre et en rappelant comme quoi cette ville était la ville de ses débuts et qu'il avait battu Rey Mysterio. Bon, c'est un peu dommage de faire une redite un peu de la promo de Raw, mais bon, on va dire qu'on n'a rien entendu. Après, il parla de son statut de WWE Champion, comme quoi personne, enfin qu'il était un vrai champion, contrairement à ce que disait Cena, ce qui est totalement vrai, hein. Il a battu Rey Mysterio clean et là il fit une autre victoire clean, mais cette fois-ci face à Daniel Bryan. Daniel Bryan qui fit une promo, enfin une petite promo, une réponse à Alberto Del Rio en parlant de la manière dont il avait caché MITB, en disant qu'il n'était pas si spécial que ça, vu qu'il avait caché comme tous les autres, par derrière et en roublard. Alors que lui, bien sûr, va le faire à WrestleMania. C'est plutôt bien vu, et en tout cas l'impact sur la foule a été bon. Mais par contre, pitié, qui veut faire taire Michael Cole? Parce que l'entendre à chaque fois reprendre ce que dit Daniel Bryan et foutre un petit nat ou bien un petit truc derrière, c'est totalement contre-productif pour le push que doit avoir Daniel Bryan afin d'être crédible en tant que futur potentiel World Heavyweight Champion, quoi. Le match en lui-même était très bon, comme celui de la semaine dernière, et finit encore par une victoire clean de Del Rio, ce qui est assez normal vu qu'il
doit s'imposer en tant que True Champion. Et au final, en fait, mis à part un peu la redite de la promo, le contrat a été rempli sur ce segment entre Daniel Bryan et Alberto Del Rio. On passe ensuite à un moment qu'on attendait depuis un moment, depuis qu'on savait que les trois se retrouvaient à SmackDown, Lex Legacy qui se retrouvent tous ensemble sur le ring. Réunion de famille, ça fait plaisir. Enfin bref, le segment était plutôt sympa avec Cody Rhodes qui montra très clairement ses ambitions de devenir World Heavyweight Champion. C'est un peu semer une petite graine pour une future feud à mon avis entre Randy Orton et puis Cody Rhodes. Et donc au final Orton fit un RKO à Ted DiBiase qui venait tout juste de prendre la parole, fuite de Cody Rhodes et puis de Ted DiBiase, plainte de Cody Rhodes comme quoi c'est inacceptable. Et bien sûr on arriva au moment normal, c'est-à-dire le rematch du championnat intercontinental entre Ezekiel Jackson et Cody Rhodes. C'était normal vu que on voulait un peu se débarrasser du chapitre Ezekiel Jackson à la WWE à mon avis, vu que on ne fit même pas le match au pay-per-view SummerSlam, on mit les deux matchs en weekly et on changeait le champion. Donc à mon avis on n'est pas très satisfait du run de Ezekiel Jackson en tant que champion intercontinental. Mais bon, en tout cas maintenant ils en sont débarrassés et c'est fini. Voilà. Un petit détail, j'ai entendu pas mal de personnes dire qu'ils trouvaient Sin Cara plus lent. Bon, celui qui remplace Mystico, c'est-à-dire Unico, est peut-être un petit peu moins vite que ce dernier, que Mystico, pardon. Mais je trouve un peu plus sûr dans les mouvements, contrairement à Sin Cara à Mystico. C'est compliqué hein, ces histoires de Mexicains, franchement. Et il commet pas beaucoup de botch, donc c'est toujours sympa. Il y a eu peut-être un petit problème au moment de la Battle Royale où il était pas synchro avec les autres, au moment où il en restait plus que 4. Mais il est assez satisfaisant de voir qu'il fait moins de botch et qu'il est un peu plus sûr de ses mouvements que Mystico. Mais bon, apparemment Mystico revient la semaine prochaine dans le costume de Sin Cara, peut-être pour une feud en disant toi tu es le faux Sin Cara, moi je suis le vrai. Même si ça risque d'être assez compliqué vu que les deux ne parlent pas un mot d'anglais. On passe au face turn de Justin Gabriel qui en ce moment fonctionne très bien. Il a toujours cette belle gueule de babyface qui fait plaisir au public, donc du coup c'était pas trop dur de le faire tourner. Et puis on a vu un nouvel affrontement entre lui et Tyson Kidd qui était un peu le même que celui d'NXT, donc à mon avis c'était plutôt une sorte de récompense en disant vous avez fait un bon match, alors du coup on vous fout à SmackDown, enfin on vous fout du temps d'antenne. Et le Sud-Africain a encore gagné, donc et on espère pour lui un futur push, en tout cas moi je l'espère parce qu'il est quand même assez bon techniquement, le Sud-Africain. Et puis avec toutes ces vignettes sur le départ en Afrique du Sud de la WWE, et comme quoi c'est une petite icône locale, c'est tout de même un bon signe pour lui. Donc pour l'histoire des assistants maintenant, bon, on reste toujours dans un classique, hein. Zack Ryder est toujours assistant, Aksana fait toujours mouiller le pantalon de Teddy Long, donc ça bouge pas quoi. On attend un petit peu de voir pourquoi Aksana est là et pourquoi Zack Ryder est toujours assistant alors que Triple H avait dit en hors caméra qu'il ne l'était plus, donc on sait pas pourquoi il y a eu ça, mais bon, ouais. On va terminer cet épisode de SmackDown avec les divas, donc un match plus long qu'à l'accoutumée pour les divas, entre Natalya, Alicia Fox et Kelly et Edgy. Donc, défaite des heels, un peu dans une sorte de confusion pendant le match où Alicia Fox se fait prendre par les faces. Mais ce qui était plus intéressant, c'était derrière avec Natalya qui faisait son sharpshooter sur Alicia Fox. Donc pour bien montrer que The Little Princess c'est comme Karma, ils ne font pas de différence entre les faces et les heels, et que en dehors d'elle et Phoenix, il n'y a personne qui est meilleur qu'elle à la WWE. Donc c'était un SmackDown de bonne qualité en général, toujours un bon niveau du côté des matchs. Il manque juste une grosse feud vraiment impressionnante pour que SD soit égal à Raw en fait. Mais je pense pas que les bookers veulent vraiment ça, parce que Raw a des meilleures audiences que SmackDown, et donc
je ne pense pas qu'il voit l'intérêt à foutre une grosse feud à SmackDown qui serait moins suivie. Allez, on fait maintenant le bilan de la semaine. Donc la semaine post-SummerSlam qui était vraiment, on va dire, étrange. Ouais, étrange à Raw, et avec un SmackDown toujours dans la lignée classique, avec une feud pour le main event qui était prévisible. Enfin, même si moi j'avais dit que cette feud ne serait pas pour le titre. Mais en tout cas, on se doutait bien qu'ils inverseraient les feuds Orton Christian et Sheamus Henry. Donc peut-être une bonne nouvelle pour Christian qui va les feuder face à Sheamus. Mais en tout cas, on reste dans un SmackDown classique cette semaine. Donc du côté des gros shows, c'est plutôt une bonne satisfaction en général. Par contre, NXT ne mérite toujours pas que j'en parle. Et Superstar reste dans ses classiques avec une sorte de push ou un truc de Monster Hill de Superstar pour Brodus Clay. C'est assez étrange de faire ça à Superstar, mais bon. J'y reviendrai peut-être les semaines suivantes si ça continue. Et c'est donc fini pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a pas trop frustré de ne pas être en audio. Vous pouvez toujours nous aimer sur Facebook et m'aimer aussi, en tout cas, parce que j'ai une page Facebook maintenant. C'est pour un projet un peu plus lointain. Enfin, vous verrez, je vous en reparlerai. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et le mien aussi, encore une fois. Et bien sûr, laissez en commentaire. Les liens sont en description, juste en dessous de la vidéo. Et il y a aussi un petit FAQ pour les raisons pour lesquelles j'ai fait cette vidéo. Allez, je vous dis à bientôt et puis à la prochaine.